au stade, je monte au stade, je monte au stade voir mon équipe jouer. Je monte au stade, je monte au stade, je monte au stade voir Nice gagner. Le vendredi et aussi le samedi, c'est en fin d'après-midi à la fin de la journée. Fin de semaine, j'ai fini de travailler. Je monte au rêve pour me régaler. Je monte au stade, je monte au stade, je monte au stade voir mon équipe jouer. Je monte au stade, je monte au stade, je monte au stade voir Nice jouer. Sur les mafieux, les magouilles parisiennes, salon, salade, Nice, choisis ici le terrain à gagner. Je suis heureux, cette équipe c'est la mienne. Ici Nice, Nice fidèle va gagner. Je monte au stade, je monte au stade voir mon équipe jouer. Je monte au stade, je monte au stade, je monte au stade voir Nice gagner. Le vendredi et aussi le samedi, c'est en fin d'après-midi à la fin de la journée. Fin de semaine, j'ai fini de travailler. Je monte au rêve pour me régaler. Je monte au stade, je monte au stade, je monte au stade voir mon équipe jouer. Je monte au stade, je monte au stade, je monte au stade voir Nice gagner. Sur les mafieux, les magouilles parisiennes, salon, salade, Nice, choisis ici le terrain à gagner. Je suis heureux, cette équipe c'est la mienne. Ici Nice, Nice fidèle va gagner. Car je monte au stade, je monte au stade, je monte au stade voir mon équipe jouer. Je monte au stade, je monte au stade, je monte au stade voir Nice gagner. Je monte au stade, je monte au stade, je monte au stade voir mon équipe jouer. Je monte au stade, je monte au stade, je monte au stade voir Nice gagner. Hop là, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le Club Pancho, 3e émission. Nous n'avons pas fait l'émission suite au match de Marseille pour des raisons morales et éthiques. Je suis ravi de vous retrouver. Franchement, ça m'avait manqué. On est très très bien accompagné ce soir, puisque nous avons Scipion, Adrien avec nous ce soir, supporter bien sûr des Girondins de Bordeaux. Bonsoir Adrien. Merci beaucoup pour l'invitation. Un plaisir de venir malgré la petite branlée de samedi. On a encore un petit peu mal à la tête, mais on est bien là, j'ai pas décliné. C'est gentil. Romain aussi qui fait son retour dans l'émission. Romain donc qui était là lors de la première contre Reims. Comment ça va Romain ? Bah écoute, ça va très bien Pancho et c'est un plaisir vraiment de retrouver l'émission après une semaine très compliquée et on va pouvoir reparler football sereinement. Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et puis Alric qui commence à faire son trou dans l'équipe en tant que titulaire. Comment ça va Alric ? Salut à tous, bah écoute ça va très très bien, venir débriefer une victoire de l'OGC Nice c'est toujours un plaisir.
En plus, il y a la manière. Et surtout, ça vient après une semaine très très compliquée pour les nerfs de tous les supporters de l'OGC Nice. Donc ça fait plaisir d'être là et de pouvoir parler ballon et pas autre chose. On est d'accord sur ce point. Donc avant d'entrer un peu dans le vif du sujet et d'analyser le match, donc un bref résumé du match. Donc Nice l'a emporté 4-0 contre Bordeaux, bien sûr. On a tous vu le match au moins une fois. Donc il y a eu encore une fois une grosse entame Au moins. du gym qui, je pense, est assez, comment dire, une identité un peu de Galtier, hein, une grosse intensité, beaucoup d'occasions, beaucoup de situations, et donc l'ouverture du score de Kluivert en début de match. Et il y a eu donc 20-25 minutes où Bordeaux a posé le pied sur le ballon, s'est procuré des occasions, et comme on le disait tout à l'heure avant l'émission, cette tête de Mara à la 11e qui aurait pu changer le cours du match. Il y a eu ensuite donc cette contre-attaque et ce modèle de transition rapide made in Galtier et ce but de Gouiri qui est au départ de l'action et à la conclusion. Ensuite Koscielny qui nous fait une spéciale penalty. Ça m'avait même manqué, hein, un penalty de Koscielny. On dirait qu'en équipe de France quand même il était coutumier du fait. 3-0 à la mi-temps. La deuxième mi-temps a été bien plus calme, je trouve. Nice était plutôt en gestion. Donc moi, j'ai envie de vous poser une question, on va dire plus par rapport à la première mi-temps. Est-ce que le score est trop lourd selon vous, ou est-ce que le 4-0 est justifié? Alric, si tu veux te lancer, n'hésite pas. Le score trop lourd, je ne sais pas s'il est trop lourd, mais en tout cas, Ah, il y a une coupure de micro. C'est pas grave. Romain, est-ce que ton avis sur ce match-là, est-ce que le score était trop lourd selon toi, ou est-ce que c'est mérité tout simplement? Alors pour ma part, je pense que ce score finalement il est assez logique parce que Bordeaux est encore en rodage comme on a pu dire juste avant l'émission. Et puis Bordeaux aussi qui revient d'une saison très compliquée l'année dernière. Et tant le gym a été supérieur dans tous les compartiments du jeu, je pense que ce score de 4-0 est logique en fait. Ok. Scipion, ton avis sur le match, tu acquiesces un peu les propos de Romain? Ouais, forcément, il y a eu beaucoup comment dire, de réalisme offensif de la part de Nice, parce que si on regarde la feuille de stats, Bordeaux n'a pas fait non plus un match catastrophique. C'est juste que c'est une approche que Christophe Galtier aime beaucoup, hein, une équipe qui va avoir le ballon, et si tu peux les fusiller en contre, et quand tu sais que tu as Mingouri qui est toujours un peu en état de grâce, que tu as des flèches comme Boudaoui, comme Kluivert, tu as l'occasion de faire mal à cette équipe de Bordeaux, et on l'a vu sur plein de situations en fait quand les attaquants niçois arrivaient en 1 contre 1 contre les Bordelais, quand ils avaient, on va dire, 15-20 mètres pour attaquer avec un Koscielny un peu vieillissant, forcément ça fait très mal. Maintenant, j'ai trouvé que Bordeaux a tenté quelque chose, comme tu l'as résumé. Il y a cette tête de Mara à 0-1, on peut avoir des regrets parce que un attaquant peut-être avec un peu plus de lucidité aurait pu ramener le score à égalité. Maintenant, voilà, je pense que tu as résumé un peu la situation des Girondins. C'est une équipe qui est en rodage. Bordeaux, quand même, sur ce début de saison, a affronté 4 des 5 équipes qui sont en tête du classement hors PSG. Donc, on a affronté vraiment des équipes qui avaient déjà des certitudes dans le jeu, qui étaient prêtes aussi au niveau du mercato, alors qu'on sait que le mercato bordelais a mis beaucoup de temps à s'enclencher. Et surtout, on en parlera un petit peu plus tard, il n'est pas terminé. Voilà, moi j'étais évidemment déçu, surtout de la part des défenseurs sur certaines attitudes, même sur ce qui est renvoyé. Je pense à un Kouateng qui laisse filer Gouiri et qui revient en trottinant. Ça, c'est le genre de choses qui déplaît forcément. Quand il y a un nouveau coach et un nouveau cycle, on a envie de voir des joueurs tout donner, tout montrer et se faire un petit peu mal, se faire violence. Et ça, je ne l'ai pas ressenti, donc ça m'a un petit peu interpellé. Mais j'oublie pas aussi que la deuxième mi-temps à Marseille et le match global contre Angers, on avait quand même vu du positif.
Là, c'est juste que Nice aussi, bah, faut le reconnaître, hein, il y a plus de talent, le collectif est là, la victoire est logique. Donc voilà, il y a pas grand-chose non plus à dire sur cette victoire niçoise, elle n'avait pas volé. Alric, ton micro t'a joué des tours, je te laisse la parole du coup. Je suis de retour. Ouais. Non, en fait, c'était juste pour dire que bon, 4-0 sur la feuille, ça fait un peu mal. Maintenant, je mets de côté le quatrième but qui intervient en fin de match où on sent un peu l'abandon global des Girondins. Je veux dire, c'est une longue balle, hop, une talonnade, et puis Thuram qui arrive à partir tout seul. Bon, voilà, c'est vraiment pour conclure en apothéose un récital niçois, hein, sans manquer de respect aux Bordelais. Je pense que surtout, ça reflète bien la différence de confiance, la différence d'avancer dans la préparation des deux équipes. On a Christophe Galtier qui a un mercato qui est quasiment terminé, tous les joueurs qu'il a voulu, qui connaît bien qui commence à bien connaître son effectif, des joueurs qui commencent à bien comprendre ce que le coach veut. Et de l'autre côté, on a quand même des Bordelais qui sont dans un nouveau cycle. Peut-être Scipion nous en parlera plus en détail, mais qui sont dans un nouveau cycle, un nouveau propriétaire, un nouvel entraîneur qui malgré tout découvre ses joueurs, découvre un petit peu son effectif, qui va encore changer, je pense, grandement jusqu'à la fin du mercato. Ensuite, on a un entraîneur aussi qui a quelques difficultés, je dirais, même pour s'exprimer. Déjà, on le voit auprès de la presse où il a besoin d'un traducteur pour s'exprimer, ça ne doit pas aider. Sur le bord de la pelouse, on entend donner des consignes, mais j'ai aussi l'impression que c'est son adjoint qui vient l'aider. Donc tout ça, tous ces petits éléments font que on peut expliquer la différence de niveau, même si j'aime pas trop dire ça, entre les deux équipes. Par contre, ce que j'ai bien apprécié du côté bordelais, c'est un peu ce que disait Scipion en début d'émission, c'est que Gérard Lopez, ok, il a pris 4-0, mais c'était limite prévu dans la feuille de route, quoi. On Hmm. s'en remettra, et puis à la fin du mercato et au retour de la trêve, on aura déjà un peu plus, on saura un petit peu plus où on va, et ça sera déjà mieux. Donc oui, 4-0, ça peut paraître lourd, c'est logique. Maintenant, je pense que Bordeaux ne sera pas au fond du trou comme ça a pu l'être le cas les 6 dernières saisons. Ça, c'est presque une certitude. Oui, effectivement, je pense que le mot clé pour Bordeaux actuellement, c'est la période de rodage. On, on sentait que, enfin, je prends un exemple, la rentrée d'Adli, qui a apporté quelque chose, mais on sentait que le joueur aussi ne voulait pas se blesser avant son départ du côté du Milan AC. Donc là, dans les têtes, déjà, c'est différent. Tu mets pas forcément la même intensité dans ton engagement, dans ta façon de jouer, dans ta façon de te donner aussi pour l'équipe. Donc on reviendra un peu plus tard sur le mercato. Moi j'aimerais revenir sur un thème aussi. Euh, on commence un peu à en parler. On a vu le tweet de la Ligue qui a mis en avant les clean sheets du SCO d'Angers en oubliant que Nice n'avait toujours pas encaissé de but. La défense du gym. Tu disais, tu avais une stat, Alric, par rapport à ça, concernant le LOSC de l'année dernière. Euh, Vas-y. Ouais, ouais, ouais. Le LOSC de l'année dernière, c'est 21 clean sheets en 38 journées. Aujourd'hui, on voit très bien que ça fait partie de la signature de Christophe Galtier d'avoir une défense très solide. On est alors, on va dire, 3 clean sheets et demi, hein, si on considère que le match de Marseille compte à moitié. Mais c'est sûr on part sur de bonnes bases. On voit une sérénité globale qui est impressionnante parce que Todibo Dante, ça bouge pas, quoi. C'est impressionnant. Dante, moi, je suis agréablement surpris par le niveau qu'il affiche après une si grosse blessure. Et même si 37 ans, on n'est pas vieux en tant que joueur de foot, on est quand même pas mal âgé sur le circuit. Bah, il arrive quand même à montrer que c'est un grand professionnel et il est au niveau par rapport à d'autres saisons où il avait eu besoin de plusieurs matchs pour se mettre en jambe. Là, j'ai l'impression qu'il était déjà prêt dès le début de la saison. Donc ça fait plaisir. Todibo qui continue à montrer que il est le jeune défenseur qui pourrait avoir une très grande carrière parce qu'il est impressionnant. Il a peur de rien, il va au contact, il sort la balle. Non, c'est impressionnant. Et puis après, j'ai bien aimé le match de Lotomba que j'ai trouvé très bon en remplacement d'Atal. Encore un profil différent par rapport au petit latéral algérien.
mais très solide. Et puis Melvin Barr qui petit à petit commence à s'installer dans ce 11 type. Troisième titularisation d'affilée. Je ne sais pas trop comment il faut le prendre par rapport à Hassan Kamara, mais je serais lui, peut-être que je me mettrais encore plus de travail pour regagner ma place parce que pour l'instant, Barr est en train de faire son trou, je pense. Sans être flamboyant, il est sérieux et on le voit sur le terrain. Enfin, moi, ça fait très longtemps que j'ai pas vu plusieurs matchs d'affilée de l'OGC Nice en me disant, mais il peut rien se passer, en fait. Il ne peut absolument rien se passer. Et c'est un peu la différence qu'il y a eu avec les Girondins de Bordeaux, où on voit des joueurs d'expérience comme Koscielny qui paniquent et qui provoquent des grosses fautes dans la surface, comme on a vu sur le troisième but, enfin, sur le penalty qui a amené le troisième but. Il y a Bertigno qui nous dit Dante Todibo, c'est très solide, soutenu par Rosario Lemina au milieu et Benitez qui revient à son meilleur niveau. En fait, on est sur une colonne vertébrale du côté du gym qui, pour l'instant, depuis le début de saison, a- porte ses fruits et apporte une garantie physique et on va pas dire technique, mais quand même, ça joue quand même un peu au ballon, surtout Lemina, on va dire au milieu de terrain. Euh, Romain, est-ce que Même tu avais Rosario, un. hein. Même Rosario. Rosario, oui, oui, on Même va dire. Rosario, je me permets de te couper 30 secondes, mais Oui. même Rosario, enfin, c'est ce joueur qui va casser les lignes, parce que j'ai remarqué que l'équipe de Galtier, c'est pas une équipe qui va faire 50 passes pour essayer de trouver le décalage. Non, c'est on fait 3 passes, au bout d'un moment, on prend un risque, on essaie de faire la passe qui va casser 2 lignes et qui va permettre la transition rapide. Et Rosario, plusieurs fois, je l'ai vu tenter ce type de passe. On l'avait déjà vu un petit peu contre Lille. Là, ça s'est un peu confirmé contre Bordeaux. Et puis une séance du placement assez remarquable. On ne connaissait pas du tout ce. Ouais, ça a recoupé. Romain, est-ce que tu veux prendre la suite? Ouais, non, c'est bon, je suis revenu. Oui, Ah oui, Mais, ok. rapidement. Mais en fait, ce que je trouve incroyable, c'est que on connaissait pas ce joueur Rosario, et puis on se demandait même qui Ouais. c'était parce que tous les supporters du PSV, enfin beaucoup de supporters du PSV se félicitaient presque de son départ, et au final, on tombe sur un mec qui est ultra physique, qui s'impose, qui joue au ballon et qui dégage une sérénité au milieu de terrain qu'on n'a pas vu depuis longtemps à l'OGC Nice, hein. Ah, ça, je suis assez d'accord avec toi. Romain, tu voulais dire? oui, en fait, je voulais dire que Dante, Todibo, Lemina et Rosario, c'est vraiment la colonne vertébrale qui, justement, euh, fait vraiment tenir l'équipe à fond. Au milieu de terrain, Lemina, Rosario, c'est vraiment les gars sûrs du milieu de terrain. Les deux vont au combat, la première à la dernière minute, et c'est vraiment une chance de les avoir, ces deux mecs-là. Et puis voilà, Dante Todibo aussi, l'association dont je suis fan depuis le début de saison, qui est impressionnant dans la sérénité. Todibo qui a défendu comme d'habitude, Dante aussi, qui a rassuré tout le monde. Aussi, même je crois même que Todibo est à l'origine du quatrième but où en fait, il lance en profondeur Dan Ndoye qui fait ensuite sa sublime déviation en talonnade et ensuite Kefren Turam qui va marquer. Et, et en quelques semaines, on voit déjà que Galtier fait déjà un travail remarquable en fait. Et, et en fait, il a créé un collectif très séduisant qui ne va cesser de progresser tout au long de la saison. Et on espère vivement, enfin, on espère surtout qu'on sera épargné par les blessures, ou en tout cas le moins possible. Ouais, ouais, ouais. Adrien, tu voulais ajouter quelque chose? Non, franchement, l'analyse sur le Nice de Galtier, au bout d'un mois de Ligue 1, après un mois de préparation, ça commence déjà à prendre forme. On sait qu'il a choisi ce club, hein, vraiment, pour aussi lui faire passer un cap. On sait que à l'échelle de la Ligue 1, Ineos, ça arrive, tout le monde n'en parle pas et tout, mais c'est quand même un actionnaire qui est colossal. Et le projet niçois est extrêmement ambitieux. On a peut-être un peu tendance à sous-estimer ça, mais vu ce qu'on peut voir, pour avoir vu tous les matchs à part le Nice-Reims, comme Nice-Marseille et Nice-Lille, c'était en décalé, j'ai eu la chance de pouvoir voir ça. On sent déjà des joueurs qui progressent et moi je te rejoins totalement sur l'idée d'une colonne vertébrale.
On sait qu'à Saint-Etienne, il avait besoin aussi de ça avec Ruffier, Perrin notamment. À Lille, il l'a eu avec Fonte, avec André. Il a besoin de ces joueurs cadres sur qui il peut compter toute la saison. Et c'est vrai qu'avec Benitez, Dante, avec un Lemina, qui est quand même un joueur expérimenté, même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais ça fait quand même au moins 10 saisons qu'on le voit régulièrement dans différentes équipes. Et c'est aussi l'avantage de récupérer un Delors, c'est d'avoir un joueur expérimenté, fiable par ligne, tout en permettant aussi à des jeunes joueurs de se développer. Et je suis content que vous parliez de Lotomba parce que moi, je l'avais vu lors de l'Euro Espoir. Comme je suis pas mal le foot des jeunes, et je l'avais vu, je m'étais dit, tiens, il y a quand même il y a du potentiel, mais en Ligue 1, j'ai pas encore vu ce petit déclic. Et finalement, peut-être que malheureusement, ça va se faire au détriment d'Atal et de sa blessure. Lontoba va avoir sa chance, et avec un coach comme Galtier, on sait qu'une progression, ça peut aller très très vite. On a parlé de Bard, Boudaoui, milieu de terrain excentré qui fait énormément de différence, qui a à la fois la qualité de passe, mais aussi la qualité de 1 contre 1, de dribble, d'oser. Un joueur, on sait qu'il y avait, voilà, qui était, on va dire, un talent brut, il fallait encore le développer. Vieira a tenté des choses, on l'a pas forcément vu tout le temps régulier, pas tout le temps titulaire, et là on a l'impression que le joueur prend une dimension folle, au point peut-être d'éclipser un Stengs, certes qui était blessé, mais qui est arrivé, et là on se dit que Boudaoui, ça peut faire partie de ces bonnes révélations de la Ligue 1, donc franchement j'ai envie de dire, tous les feux sont ouverts du côté de Nice. Je pense que tu as mis en avant aussi un sujet important qui va déterminer beaucoup de choses cette saison, je pense, pour Nice. Ça va être les blessures. C'est un mal qu'on traîne depuis des années. On sait ce que Galtier réclame à ses joueurs, l'intensité, le replacement, les courses vers l'avant. Voilà, je te rejoins sur Lotomba. Moi, comme je l'ai dit avant l'émission, j'étais pas forcément fan du joueur l'année dernière. Je trouvais qu'il prenait pas de risques. Après, il était dans un collectif aussi malade. Mais là, il apporte bien plus de garanties sur le côté droit, bien plus solide, moins explosif qu'Attal. Et je pense qu'Attal, il aurait tout intérêt à modifier sa façon de jouer. Alors, c'est peut-être un peu dur de dire ça comme ça, mais on n'a plus besoin de ces coups de folie d'Attal. On n'a plus besoin d'un mec qui bombarde sur le côté droit. On en avait besoin quand on n'avait personne, il y a quelques années, la première année de Vieira. Là, on a des joueurs talentueux devant. Donc, entre guillemets, reste à ta place. Fais ton travail de latéral, défends bien, assure-toi de bien défendre dans un premier temps. Si tu peux apporter devant, apporte. Mais en tout cas, voilà, Attal, encore une blessure, quoi. Encore une blessure. Kluivert, bon, je pense pas que ce soit bien grave, mais il faut que le physique tienne, quoi. Absolument. Par rapport à ce que tu disais par rapport à Tal, ça se voit qu'il n'y a plus vraiment, pas plus, on peut pas dire plus, mais qu'il n'y a pas vraiment besoin d'un latéral explosif parce que par exemple, si on prend Melvin Barr, c'est pas du tout le même profil que Hassan Kamara, il va pas taper des courses en tout droit explosives, et par contre, ce qui va privilégier le jeu simple, la bonne couverture de balle, la relance simple, la solidité, quoi. Voilà, c'est un peu ce qu'on pouvait reprocher même à Hassan Kamara, qui manquait peut-être de solidité défensive. Et je pense qu'à partir du moment où tu as une base défensive qui est sereine, qui est solide, et qui rassure un peu tout le monde, les milieux vont plus volontiers aller chercher le ballon plus bas et permettre aux attaquants de prendre la profondeur. Parce que c'est aussi ça le nouveau jeu de l'OGC Nice, c'est la transition rapide vers l'avant. En 3 passes, on est devant le but. Le second but d'Amin Gouiri, on est le parfait exemple. En 3 passes, on est devant le but. Alors que quand c'était sous Vieira, eh ben, on faisait 25 passes vers l'arrière, on perdait le ballon à la ligne médiane. Et après, si on prend d'autres coachs type Claude Puel ou Lucien Favre, eh ben, c'était un jeu offensif, oui, mais qui était sur le décalage par petites passes. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Et c'est un petit peu quelque chose que j'apprécie aussi chez Galtier, parce que quand on voit un petit peu ce qu'il faisait à Saint-Etienne, où c'était un jeu très très défensif, on se faisait même un peu chier à certains moments, on se disait, mais comment ils font pour marquer des buts parce qu'ils n'attaquent pas. Là, sous Lille et sous Nice,
avec la solidité défensive vient s'ajouter la transition rapide vers l'avant. Et je pense qu'on a tous les profils pour justement bien mettre en place tout ça. Et je pense justement que Galtier évolue aussi dans sa manière de coacher. Et c'est tout bénef pour le GC Nice qui a les jeunes qui vont exploser, l'expérience qui va permettre de maîtriser tout ça. C'est tout ce qui nous a manqué ces dernières saisons. Juste si je peux rajouter quelque chose sur ce que tu viens de dire, c'est très intéressant par rapport à la période stéphanoise de Galtier. Je vous invite à revoir l'interview qu'il avait donnée à SoFoot, je crois en décembre dernier, où il expliquait finalement pourquoi à Saint-Étienne, il a laissé le sentiment d'être un entraîneur défensif avec cette approche. Et d'ailleurs, dans cette interview, il fait même son mea culpa en disant, voilà, j'ai appris, j'ai essayé de changer. Il disait qu'en fait, même à Saint-Étienne, il essayait de mettre en place ce jeu-là et qu'en fait, soit il a manqué de temps, soit il n'avait pas les joueurs pour le faire, il n'avait pas le bon profil. Et quand tu n'as pas les bons profils de joueurs sur le mercato, bah, tu n'as pas une marge de manœuvre suffisante. Alors évidemment, certains coachs, on peut le voir comme Gastien à Clermont, réussissent à le faire, mais pour modeler un groupe, pour l'emmener, tu as peut-être quelques joueurs qui vont pouvoir t'aider, mais tout un groupe tourné vers son projet, à cette époque, c'était pas évident. Mais quoi qu'il arrive, à Saint-Étienne, il y a eu des résultats, il y a eu une Coupe de la Ligue, il y a eu des campagnes européennes. Et c'est vrai que quand on revoit le groupe de cette époque, bon, la Ligue 1 a beaucoup changé, elle est devenue, je pense, un peu plus compétitive, homogène, mais c'était pas non plus un groupe qui faisait peur. Donc il a eu du mérite, mais je trouve que dans cette interview, il m'a fait beaucoup plaisir parce que toujours intéressant de voir un entraîneur reconnaître quelques torts, faire son mea culpa et surtout dire bah, j'ai su changer, j'ai su m'adapter avec mon temps. Oui, et puis aussi, C'est intéressant. faut aussi. J'ai perdu l'idée. J'ai perdu l'idée. Reconnaître que quand il part de Saint-Étienne, il faut voir aussi comment ça se passe après dans le club. Il y a eu des changements d'entraîneur. Ça a été un peu, ça a été un peu la pagaille dans tous les sens. Et puis je te rejoins sur ce que tu dis, Scipion. Je pense qu'il a fait au mieux que ce qu'il pouvait faire avec les joueurs qu'il avait. Quand il va chercher une Coupe de la Ligue, quand il se qualifie en Europe, c'est quand même beau par rapport à l'équipe et la qualité. Je dis pas qu'il jouait avec des peintres, mais il n'a pas le même groupe à Lille ou à Nice qu'à Saint-Étienne, quoi. Messieurs, je vous propose de passer, à moins que vous ayez autre chose à rajouter sur notre cher Christophe Bah, Galtier national. moi, si tu me permets, j'aimerais Oui. bien m'attarder quelques minutes sur Bordeaux, avant qu'on passe à la suite du programme. Parce que j'avais deux petites questions pour Scipion. Parce qu'on parle de l'OGC Nice, on parle de Galtier, tout ça, mais du côté bordelais, c'est un nouveau cycle qui démarre avec l'arrivée de Gérard Lopez et de Vladimir Petkovic. Comment les Bordelais appréhendent justement cette double... Ah, la coupure, la fameuse coupure du micro d'Alric. Je suis là. Non, en fait, c'est comment est-ce que les supporters bordelais appréhendent justement cette double arrivée de Petkovic et de Gérard Lopez? Avec quelles envies, quelles ambitions? Comment Bah, ça se passe? déjà sur Gérard Lopez pour commencer, il faut bien comprendre que le club est vraiment passé tout près de la catastrophe sur la seconde partie de saison 2020-2021. Il a fallu vraiment attendre la dernière journée pour voir Bordeaux se maintenir. Les victoires contre Rennes et Lens, qui étaient candidats européens, c'était des matchs extrêmement tendus, avec un vrai sentiment de soulagement à la fin. Donc il y avait ça. En même temps, c'est le moment où on a pris le désengagement de King Street, des Américains. Donc à la fois une inquiétude sportive, une inquiétude financière sur l'avenir du club. Donc il y a eu beaucoup de doutes. Au moins le club s'est maintenu sur ce plan sportif. C'était le plus important avant de voir ce qui allait se passer avec la DNCG, tout ça. Maintenant, c'est vrai que quand Gérard Lopez arrive, il y avait d'autres projets. C'est lui qui a été choisi. Je pense qu'il y a deux choses à retenir. D'abord, il a fait le premier pas vers les supporters parce qu'à Bordeaux, il y avait une vraie fracture entre les ultras, d'autres supporters et la direction. C'est-à-dire que il y a eu il y a eu une absence de dialogue depuis longtemps. Il y a eu des affaires à la billetterie, il y a eu des pressions, il y a eu
des plaintes déposées contre les supporters par Frédéric Longuepé, l'ancien président. Et surtout, je pense que vous avez vu passer ça, il y a l'histoire du fameux logo, le Oui. nouvel écusson qui a fait beaucoup débat. Et c'est vrai Ouais. que Gérard Lopez, sa première action, ça peut paraître démago, peut-être que ça l'est, hein, mais c'était de faire revenir l'ancien écusson. Et mine de rien, juste pour rétablir le dialogue avec les supporters, c'était une nécessité. Je pense qu'il fallait vraiment repartir du bon pied. Et il l'a fait. Donc voilà, actuellement, le club maillot domicile extérieur, il y a encore l'ancien écusson des Américains. Il y a un troisième maillot qui va sortir en octobre, courant du mois d'octobre, pour voilà, avoir enfin le retour de l'écusson. Et après, bah, je pense que les supporters sont lucides, hein, ils sont au courant, ils savent que Gérard Lopez, partout où il est passé, il y a des doutes. Il y a eu quelques problèmes financiers en Formule 1 avec Lotus, à Moucron, à Boavista, à Lille. Donc voilà, ils ne voient pas Gérard Lopez comme le Messi. Ils sont juste curieux du projet sportif. Et justement, sur le projet sportif, je pense qu'il y avait besoin, quoi qu'il arrive, de fraîcheur, de nouveauté. On a commencé la saison contre Clermont avec quasiment le même 11 que la saison dernière, et ça s'est vu, hein. Ce sont des garçons extrêmement marqués, d'autres qui ont la tête à des transferts. Il y avait Basic qui maintenant a signé à la Lazio. Il y a Adli qui était en partance finalement, bah, il va rester, même si voilà, il va être vendu au Milan, il va rester cette saison en prêt, donc je pense que c'est une bonne chose pour le développement du garçon. On l'a vu, hein, la seconde mi-temps contre Marseille, l'entrée en jeu de Pembele. Voilà, Bordeaux a besoin en fait de recrues, de nouvelles têtes, de joueurs qui arrivent sans avoir connu finalement cette pression, cette espèce de un peu de psychodrame tout simplement, hein, au Hayan, où il y avait une ambiance très pesante, où tout le monde a bien senti que le club est passé tout près de la catastrophe, avec à la fois la relégation, une rétrogradation possible. On a quand même parlé d'une division 5, hein, comme à l'époque pour Strasbourg, donc on n'est vraiment pas passé loin d'un séisme, hein, pour Bordeaux, qui a quand même un club historique, et fallait le peser. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'étaient pas forcément prêts mentalement. Maintenant, Petkovic, écoute, je pense que dans cette saison un peu de transition, il faudra voir là, le mercato. Je suis en train de vous parler, ça se trouve, entre-temps, Gérard Lopez a encore vendu un ou deux joueurs, tellement il arrive à trouver des contacts. Je ne sais pas comment il fait, mais on y reviendra sur le mercato, mais c'est vrai que c'est assez colossal en termes de vente. Petkovic, je suis vraiment satisfait. C'est vrai qu'on le connaissait avec, sur le banc de la Suisse, l'approche sélectionneur. Il fallait revenir après 6 ans de Nati sur finalement le banc d'un club. Et en fait, je trouve qu'il a vraiment une approche intéressante sur le plan mental, c'est-à-dire que il a conforté ses joueurs dans le sens où, après la défaite contre Clermont, il est arrivé en conférence de presse, il a dit, mais moi je pensais pas que les joueurs étaient aussi fébriles dans leur tête, c'est-à-dire que j'ai vu des joueurs qui avaient peur de faire des erreurs, qui osaient pas, et finalement cette prise de risque, on l'a vu lors du match contre Marseille, c'est-à-dire Pembele qui attaque son espace, c'est-à-dire Basic qui fait ce corner centre pour Houdin. C'est des choses qu'on ne voyait pas avant. C'est-à-dire que les joueurs avaient tellement peur, étaient tellement marqués par les défaites, par les erreurs, qu'ils ne faisaient plus rien sur le terrain. Et je pense que Petkovic, il a au moins cet aspect-là, de les encourager voilà, à continuer, à essayer. Et je pense, pour moi, que ce sera le principal atout des Girondins cette saison. Et en plus, il a ce côté international, parce que c'est quelqu'un qui parle 7-8 langues. Alors, il parle pas encore français, tu l'as dit, il y a un traducteur à côté de lui. Je pense que c'est quelqu'un d'intelligent. Très vite, il va assimiler le français. Il le parle, mais c'est comme d'habitude avec certains coachs étrangers en Ligue 1. Il y a cette crainte de parler français, d'avoir des moqueries, donc je pense qu'il se préserve. Mais voilà, c'est quelqu'un qui parle tellement de langues. Et l'effectif des Girondins, finalement, va être très international, je pense, au 1er septembre. Donc il y avait aussi ce besoin d'avoir ce coach avec cette dimension-là, linguistique. Ok. Ok. Du coup, ce que je vous propose Je te là, remercie en tout cas. ouais, Pas de problème. je vous propose qu'on parle plus en détail justement des performances individuelles sur le match de Nice-Bordeaux. Donc j'ai mis un petit Gouiri à la Coupe du Monde 2022, point d'interrogation. Bien entendu, on est sur une enflammade, hein, de ma part, mais j'ai vu circuler sur Twitter quand même des supporters niçois qui y pensent. Non, mais plus sérieusement, Gouiri sur ce match a été encore une fois très bon. On a parlé de la défense. Est-ce qu'il y avait d'autres joueurs, toi, Romain, que tu aimerais mettre en avant sur ce match-là? Alors déjà, les joueurs ont tous affiché un super niveau de jeu samedi, pardon.
Voilà, on a parlé de Dante, Todibo, Lemina, Rosario, Melvin Barr aussi, dont j'ai vraiment aimé sa prestation, propre défensivement, bon dans la relance, beaucoup de duels gagnés, et il est en train vraiment de faire son trou, comme a dit Alric. Et voilà, Camara a effectivement du souci à se faire avant de redémarrer titulaire. Lotomba, bon match aussi de sa part. Kluivert, avant sa blessure, a fait un très bon match lui aussi. Il fait partie des hommes de cette rencontre, des artisans plutôt de cette superbe victoire. Un but, une passe décisive. Je pense que ce match contre Bordeaux est un déclic pour lui, je l'espère en tout cas, pour qu'il nous fasse pour qu'il soit plus régulier pour les matchs après la trêve. Boudaoui qui a eu une activité incroyable aussi sur le côté droit en attendant de voir Stengs à l'œuvre. Stengs qui a joué d'ailleurs 35 minutes, je l'ai trouvé, pour ma part, Stengs, je le connaissais déjà avant qu'il vienne à Nice. Je n'avais pas regardé tous ses matchs, mais je savais déjà que c'était un joueur qui avait une technique vraiment au-dessus de la moyenne. Je l'ai trouvé vraiment facile, balle au pied. Et quand il sera à 100%, je pense qu'il va nous régaler. Et comme tu as dit Pancho, Gouiri, voilà, qui a fait encore une masterclass avec un doublé qui a vraiment mis en danger la défense bordelaise. Koscielny, voilà, qui a vraiment eu du mal à l'arrêter. Et le seul joueur dont je mettrais une moins bonne note, je dirais Dan Ndoye, même s'il s'est battu, qui a pris aussi la profondeur. Je pense que c'était le joueur le plus discret sur la pelouse samedi soir. Alric, est-ce que tu partages cet avis sur Ndoye Ah. Je partage totalement hein, parce que l'avis de Romain. Après, c'est quand même. Moi, je fais aussi partie des gens qui disent que Ndoye, c'est peut-être celui qui s'est le moins mis en valeur. Et c'est difficile parce que bon, il finit avec une passe décisive quand même. Mais c'est vrai que il a eu quelques occasions. C'est lui qui a centré pour la tête de Kluivert dès la deuxième minute. C'est lui qui a eu quelques débordements. Mais par exemple, si on voit la ligne d'attaque avant la sortie de Kluivert, eh ben, c'est Gouiri à 80%, Kluivert à 15%. Et bon, le reste, un petit peu Ndoye. Et au fur et à mesure du match, notamment en seconde mi-temps, j'ai quand même eu l'impression qu'il disparaissait un peu. Bon, c'est aussi peut-être parce que l'OGC Nice s'est un peu moins projeté vers l'avant. L'OGC Nice était un peu plus en gestion de ce match, qui était quasiment acquis, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc voilà, c'est un peu dur de dire que c'était le moins bon, mais je pense que c'est un peu la réalité. Et au final, bon, quand on voit ce que dit Galtier à la fin du match, où carrément il balance, même pas en conférence de presse, mais au micro de Prime Video, il dit oh, bah, c'était probablement son dernier match sous le maillot de l'OGC Nice. C'est dire qu'il aura pas pu il aurait pas pu avoir sa place au sein de l'effectif offensif du gym, d'autant plus que bon ben on savait avant le match que Andy Delors avait signé. Là, c'était sûr que c'était cuit parce que on sait qu'Andy Delors, je sais pas à quelle place il arrive dans l'effectif offensif, mais c'est sûr que lui il va jouer et je me serais fait du souci pour Ndoye s'il était resté quoi, c'est sûr. Hmm. Moi, je trouve que même si il n'a pas été exceptionnel, en même temps, c'est difficile, je pense, de rivaliser quand tu as un mec à côté qui s'appelle Amine Gouiri. Mais normalement, tu es censé briller, sans pour autant être le détonateur. Et Ndoye, sur le coup, il a pas été dans des situations où il bégayait complètement, comme contre Reims, où il ne savait ni centrer, il ne savait pas s'il devait centrer, tirer, passer ou dribbler. Mais je trouve ça dur quand même. Je trouve ça dur parce que il a une certaine polyvalence qui lui permet quand même de jouer un cran plus bas. Bon, Miziane, on reviendra tout à l'heure là-dessus, mais est annoncé partant. On sait qu'il y a beaucoup de blessures du côté de Nice depuis plusieurs saisons. Moi, je trouve ça un peu dur. Mais c'est vrai que sur le match,
C'est lui avec peut-être Stangs qui revenait aussi de blessure, mais bon, on va pas tirer des conclusions hâtives sur Stangs, qui est peut-être un peu plus en difficulté. Euh, Scipion, ton avis peut-être sur plus Nice ou Bordeaux, c'est toi qui vois. Ah, si on doit faire top et flop, forcément, c'est difficile de passer à côté d'Amine Gouiri, qui a encore été une fois étincelant. Et franchement, ce garçon-là, depuis un an, ne cesse de décoller. On ne cesse de le répéter, mais une aubaine pour Nice, une erreur pour Lyon. Je sais pas trop quel est le curseur, je pense qu'il y a un peu des deux. Mais voilà, quand je vois sa déviation sur le deuxième but, il a la finition, il se tend extrêmement bien les coups. Non, vraiment, il y a un talent à polir. Je sais pas combien de temps Nice le gardera. Faut capitaliser là-dessus. Et franchement, il est bluffant. Après, on en a déjà parlé un petit peu au début, au cours de l'émission. Mais c'est vrai que les patrons, les tauliers que sont Rosario, qui n'a que 24 ans, Limina, Dante, Benitez, ça t'assure beaucoup, beaucoup de garanties en Ligue 1. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut être optimiste sur la saison niçoise, encore plus en Coupe d'Europe, alors que tout est rivaux hein, cette saison. Dispute une compétition européenne, à part peut-être Lens, qui peut venir jouer les troubles fêtes. Donc franchement, c'est une aubaine. Côté Bordeaux, je pense que ouais, le petit Sissoko, sa sortie à la mi-temps, j'ai pas trop compris parce que je trouvais qu'il était plutôt intéressant. Sinon, il y a pas grand chose à retenir. Hein. C'était un match qui était difficile pour tout le collectif, toutes les individualités. Il y a eu des situations créées, mais par exemple, je pense à un Fran Sergio qui débarque, qui joue son Mm. premier match contre ce Nice-là, qui a déjà des allures de rouleau compresseur. Forcément, c'est délicat, mais là au moins, le mercato se termine demain, il y aura d'autres recrues. Petkovic va avoir un peu de temps pour bosser avec tous ces garçons. Moi, je pense que Bordeaux ne sera prêt véritablement que fin septembre, le temps de créer encore quelques automatismes de plus. Tu les vois où, Bordeaux, cette saison, Scipion? Bah, Gérard Lopez a tablé là sur une première partie de tableau. Je trouve que c'est même un peu trop ambitieux parce que je vois des équipes en fait ont fait des mercatos bien avant nous, qui ont déjà créé quelque chose. Nous, c'est vrai qu'on part de loin parce que la vente du club n'est intervenue concrètement qu'officiellement que mi-juillet. Donc, et comme on est conditionné par la DNCG, on doit vendre avant d'acheter. C'est vrai qu'on commence avec du retard, mais moi je vois un ventre mou, une sorte entre peut-être, je sais pas, la 11e, la 15e place. Je pense qu'à un moment donné, ça va se réveiller, ça va prendre des points. Ça luttera peut-être pour le maintien, il y aura peut-être quelques frayeurs au cours de cette première partie de saison, le temps que ça s'enclenche. Mais bon, le Gérard Lopez a l'air de vraiment tabler sur une première partie de saison, on va voir. Hein. On parle de l'effectif, justement. Alric, sur les joueurs en question, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Sur les joueurs bordelais ou sur les joueurs niçois? Sur les joueurs de manière générale, libre à toi de... Ouais, moi, si je reviens un petit peu sur les tops et les flops, on en parlait un peu avant de démarrer le live. J'ai pas trop compris. Bon, déjà, les choix du coach de faire sortir Sissoko à la mi-temps du côté bordelais, qui était probablement le seul qui arrivait à se mettre en valeur, peut-être avec Mara. Donc ça fait partie des choses que j'ai eu un petit peu mal à comprendre. Après, si on doit taper dans un vrai gros flop, il y a Mangas qui a pris l'eau de tous les côtés, côté bordelais. Tu nous disais avant qu'on commence le live que il était pas si mauvais que ce qu'il a pu laisser paraître contre Nice, mais ça a été vraiment très compliqué. Et surtout, pour un joueur de son expérience comme Koscielny, je l'ai trouvé totalement dépassé par Amine Gouiri. Donc là, on voit presque la différence de génération Hmm. qui s'est marquée. Mais surtout, pour un joueur de son expérience, commettre des fautes comme il a pu commettre, je me dis que c'est peut-être pas de bon augure pour un capitaine d'un Bordeaux qui a besoin de se reconstruire. Je sais pas ce que t'en penses, Scipion, mais Ah ouais, c'est vrai que Petkovic, pour l'instant, joue en 3-5-2. Normalement, il veut passer en 4-2-3-1. Donc peut-être que Koscielny sera un peu moins exposé, notamment sur des longs espaces quand il y a des contres. Je pense que d'ailleurs, c'est mieux compte tenu de l'effectif actuel. Il faudra voir comment il est taillé à la fin.
Mais je pense que repasser à une défense à 4, c'est peut-être plus judicieux, même s'il y a eu des bonnes choses contre l'OM, contre Angers de la part des Pistons. Je pense que ce sera une approche un peu plus prudente, le temps d'intégrer tout le monde. Et surtout, comme tu as dit, Koscielny qui commence vraiment à faire son âge. On l'a vu contre Amine Gouiri et le laisser autant exposé. Je pense qu'il faut revenir à une défense à 4. Ouais. Ok. Alors Mangas, je sais pas si c'est le poste ou quoi, mais m'a fait quand même penser à des matchs de Stanley Nsoki à certains moments, où un coup il était baladé latéral gauche, un coup il était baladé dans une défense à 3 sur le côté gauche. Donc bon, j'espère pour lui, déjà de base, est-ce que c'est plutôt un latéral ou est-ce que c'est plutôt un défenseur central? C'est un peu des deux. Normalement, c'est plutôt un latéral, compte tenu de ce qu'il a produit du côté de Boavista, mais il a aussi cette formation, ce cursus de défenseur central. Maintenant, on a pu le voir sur le match contre Angers, c'est aussi quelqu'un qui n'hésite pas à monter, à prendre des initiatives. Et justement, bah, ça va peut-être coûter certaines choses contre Nice, cette envie d'aller un peu plus loin, de dépasser ses fonctions. Mais voilà, il a cette polyvalence qui plaît beaucoup à Petkovic déjà. On a parlé des tops et des flops, on va maintenant parler du mercato. On est dans la dernière ligne droite. Ça a pas mal bougé. Quand j'ai préparé l'émission, ça partait dans tous les sens. Donc déjà, on va faire un récap du côté de Bordeaux. Il y a eu les départs donc, de Basic du côté de la Lazio, Sabali au Betis Séville, Depréville, Pounjé, Yacine Adli part mais revient une saison. Jean Onana arrive du côté du LOSC, donc c'est ancien joueur de Gérard Lopez. Et Wang, alors est-ce que c'est officiel ou pas le départ en Russie ou pas? Non, pour l'instant, non, c'est pas officiel. Le seul départ qui est vraiment acté, c'est celui de Basic. Adli a passé sa visite médicale, donc là il revient à Bordeaux, donc ça c'est fait. Et maintenant, comme tu as dit, pour Maja, pour Wang, pour Mecher, voire Benito, Bellanova aussi, c'est en cours. Ok. Et du coup, Jean Onana, alors ça vaut quoi concrètement? Est-ce que tu le connaissais avant qu'il signe à Bordeaux ou pas? Mais je me souviens d'un match de Ligue 1 un dimanche soir où il avait été lancé. Je sais plus si c'était contre Lyon ou un gros adversaire. Et j'avais totalement perdu de vue ce joueur. Et j'étais un peu surpris de le voir revenir comme ça par la grande porte. Après, bah, comme tu as dit, Lille, la connexion Gérard Lopez est évidemment toute trouvée. Donc à voir ce que ça peut donner. Ça a plus des allures vu le prix du transfert, à savoir 2 millions d'euros. Un pari, un vrai pari tenté par Lopez pour un peu tenter quelque chose au milieu de terrain. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose comment dire, à perdre du côté des Girondins. Le joueur a l'air d'avoir un profil athlétique qui plaît beaucoup à Petkovic, qui demande beaucoup de choses à ses milieux de terrain. Donc à voir si Onana va pouvoir rentrer dans ce jeu-là. Bon, même si c'est pas officiel, le 14 millions pour Wang, ça a l'air quand même d'être. Enfin, si ça se fait, c'est du génie du côté de Gérard Lopez. Ouais, c'est vrai que Wang, qui approche de la trentaine, qui n'a vraiment sorti qu'une seule grosse saison en Ligue 1, qui part à 14 millions, c'est vrai que ça a l'air d'être une très très belle vente réalisée par Gérard Lopez. On sait qu'à Lille, il a fait ça. Après, bon, c'est toujours la même question, hein. Est-ce que les 14 millions reviennent à Bordeaux? On sait qu'il y a toujours des intermédiaires. Le transfert d'Osimhen, notamment, ça avait fait beaucoup parler. Maintenant, je pense que Wang a l'avantage de présenter un profil d'attaquant assez unique, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui donne beaucoup sur le terrain, qui presse beaucoup. Le jeu sans ballon, bah voilà, c'est quelqu'un qui va faire les efforts, qui n'a jamais cessé de courir, qui peut être un attaquant qui tourne autour, qui peut jouer seul en pointe, même si je trouve que c'est pas son point fort. Donc voilà, il présente quand même quelques qualités. Maintenant, c'est vrai que sur l'échantillon qu'on a pu voir depuis 2 ans en Ligue 1, on se dit que 14 millions pour ce Wang-là, c'est une très belle vente. Ouais. Ok. Passons à Nice. La dernière rumeur, alors j'ai pas regardé Twitter bien sûr pendant l'émission, mais c'est le prêt de Alexis Trouillet, le petit Alexis Trouillet qui malgré tout le bien qu'on pense de lui depuis son arrivée au club, depuis ses bonnes préparations, notamment la préparation de l'année dernière, est prêté du côté de l'AG Auxerre. Ton avis, Romain, sur ce prêt d'Alexis Trouillet?
Ben, je pense que le prêt d'Alexis Trouillet est logique parce que dans l'effectif actuel, quand tu vois le milieu qui est tout simplement bouché avec Lemina, Rosario, Schneiderlin, euh, Schneiderlin, il est Thuram toujours à aussi. Nice? Oui, il est toujours à Nice, Ah, oui. Il n'est pas parti au Qatar avec Lolo Blanc, mais bref. Et oui, quand tu vois tous ces milieux-là dans l'effectif, Alexis Trouillet, qui malgré quelques qualités, s'était illustré dans les matchs de préparation d'avant-saison l'année dernière. Il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Vieira ne le faisait pas jouer, pas beaucoup joué, Urcea non plus. Il avait même disparu des radars. Je sais pas, je pense qu'on peut dire ça quand même parce qu'il n'a pas eu beaucoup d'apparitions la saison dernière. Et puis, je pense que ce prêt assorti sans option d'achat, je crois, ça va être. Je pense que c'est une bonne solution pour ce jeune, pour qu'il puisse aguerrir en Ligue 2 dans un championnat moins relevé que la Ligue 1 et pour qu'il puisse voilà, enfin revenir à Nice avec un bagage plus important. Voilà, c'est un crack. Enfin, c'est un crack. C'est un jeune joueur à fort potentiel à polir, mais voilà, je pense que c'est logique. Alric, ton avis sur Alexis Trouillet? Les gens ne voient pas que c'est un crack en devenir, les gens sont aveugles. Non, je plaisante. Mais par contre, le fait qu'il soit prêté à la JOCR avec Jean-Marc Furlan, je pense que c'est une très bonne chose parce que c'est un coach qui aime le jeu, qui a une très très belle philosophie autour du football, qui aime son sport, qui aime son métier, qui aime former, qui aime construire. Je pense que pour Alexis Trouillet, c'est tout bénef. Il va pouvoir s'aguerrir, hein, il va pouvoir peut-être essayer de gratter du temps de jeu, je lui souhaite. Maintenant, c'est vrai que bon, ça avait fait un peu l'objet de divers camps qui s'étaient créés au sein de la communauté OGC Nice l'année dernière sur pourquoi Alexis Trouillet n'a ne serait-ce que 5 minutes de temps de jeu, pourquoi on ne le voit jamais alors qu'il a montré de très belles choses. Ça s'est vu sur quelques matchs, notamment un à Marseille où il s'est retrouvé dans le bouillon, très mal placé sur le terrain et donc tout de suite il a pris l'eau et donc tout de suite on a vite compris que ça allait être compliqué pour lui. Non, voilà, il a besoin de s'aguerrir. Aujourd'hui, c'est totalement bouché au milieu de terrain. Que Thuram parte ou pas, peu importe. Il a malheureusement pas sa place dans cet effectif. Et on a très bien compris, vu les profils qui sont dans l'effectif de Christophe Galtier et vu le 11 qui se construit aujourd'hui, que Christophe Galtier n'est pas là pour faire garderie. Il l'a clairement dit pendant la préparation. Moi, les jeunes à fort potentiel, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Moi, je connais que des jeunes qui ont du talent, mais qui doivent toujours progresser. Alors, des jeunes comme Thuram, Amine Gouiri, tout ça, ça se voit tout de suite, hein, qui doivent être titulaires ou au moins dans un effectif de haut niveau. Alexis Trouillet, il a encore beaucoup de choses à bosser. Et même s'il a peut-être de l'or dans les pieds, il faut polir ça dans une autre équipe, gagner en expérience pour peut-être prétendre à revenir l'année prochaine. Et si c'est pas le cas, j'en serais très triste, mais son talent. Il y a Tonissa qui nous dit au sujet d'Alexis Trouillet que c'est une solution pour le club ainsi que pour le joueur. La GA est un club formateur et peut faire exploser ce craquito. Moi, je pense et en plus, donc, il est sans option d'achat, hein, donc c'est vraiment un prêt où il va donc se développer. J'espère qu'il va beaucoup jouer pour justement s'aguerrir, comme tu le disais, Romain, et peut-être postuler à une place dans la rotation ou plus l'année prochaine. On va parler aussi de Miziane rapidement. Miziane donc, qui est en partance pour le Hertha Berlin. Prix annoncé 8 millions. J'ai vu aussi qu'apparemment c'était du 4 millions. Est-ce qu'on est d'accord que 8 millions, 4 millions, c'est pas tant un problème, l'essentiel étant que Miziane parte de l'OGC Nice, ou est-ce que c'est trop dur, ce que je viens de dire? Non, c'est plutôt juste, hein. Qui partent, déjà, je pense que c'est nécessaire. Moi, je fais partie de ces gens qui ont été ultra crispés de le voir sur le terrain à chaque fois. Parce que il a sûrement des qualités, hein, j'en doute pas. Mais il a une nonchalance qui lui fait énormément de défaut. Il a pris des soufflantes de la part de Schneiderlin l'année dernière, qui n'était pas exempt de tout reproche non plus, Ah bah Schneiderlin, hein. oui. Mais il a pris des soufflantes quand même.
sur sa manière de revenir, sur sa manière de défendre, sur sa manière de s'investir. Même s'il a peut-être pas fait la pire saison de sa carrière à l'OGC Nice l'année dernière. Hein, c'est difficile à dire comme ça, mais c'est pas loin d'être la vérité. Non, je pense qu'il a besoin de partir, de changer d'air, parce qu'à l'OGC Nice, entre tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, et on ne fera pas croire que les joueurs ne sont pas au courant de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, ce serait bien qu'il change d'air, qu'il voit un autre club, qu'il voit peut-être une autre mentalité, d'autres supporters, et qu'il se vide la tête, parce que c'était Ludo Bragnac qui disait ça dans l'émission AS Foot. 80% du football, c'est du mental. Et Miziane, tout comme Ensuki d'ailleurs, s'ils ne réussissent pas à l'OGC Nice, c'est pas parce qu'ils sont forcément très mauvais, même si bon, moi ils m'énervent, c'est surtout peut-être parce qu'ils n'ont pas confiance. Et peut-être que l'ambiance crispante au sein de l'OGC Nice leur a fait perdre cette confiance. Donc oui, est-ce qu'il faut qu'ils partent? Bien sûr qu'il faut qu'ils partent. C'est pas l'OGC Nice qui pourra exploser. Et bon, si on arrive à le vendre 8 millions comme j'ai pu le voir, par contre ça c'est un sacré braquage. Mais c'est surtout quand même qu'il signe au Hertha Berlin, Scipion. Il se retrouve pas dans un club, on va dire, sans ambition. S'il y a des clubs qui sont sans ambition, enfin je veux dire, il se retrouve dans une équipe avec un gros projet derrière, de grosses finances aussi, qui est capable de, je pense, aller régulièrement en Europe dans les années futures. Ouais, c'est ça, c'est le Hertha Berlin qui a toujours eu cette ambition, cette volonté depuis 3-4 ans, notamment au début avec Jürgen Klinsmann, de dépenser énormément, de se renforcer sur le mercato. Et à chaque fois, on a eu des saisons décevantes, c'est pas passé loin de la relégation récemment. C'est vrai qu'il y a des investissements qui sont colossaux. On se souvient de près de 20-25 millions sur Lucas Toussard. Maintenant, Maolida, peut-être que c'est le genre de joueur en Bundesliga, avec justement un encadrement différent, une nouvelle approche de la part des coachs, un championnat qui laisse pas mal d'espace. Peut-être que c'est là où il pourra plus s'épanouir. Hein. Peut-être que ça peut lui permettre. C'est vrai que pour le coup, comme vous disiez, le prix du transfert, bon, c'est pas, je pense, l'objectif de l'OGC Nice de faire une énorme plus-value. Mais pour le coup, je trouve que c'est championnat qui peut mieux lui correspondre pour qu'il reparte un peu de l'avant. Ouais. Andy Delors aussi, alors là le coup de com de l'OGC Nice juste avant le début du match qui annonce Andy Delors, ils avaient fait ça il me semble pour un autre joueur en début de saison, alors j'ai plus en tête l'annonce. Je sais pas si vous l'avez, ami niçois, mais en tout cas, Non, Andy Delors, que ce soit en termes financiers, parce que ça se situe quand même bien en dessous de ce que Montpellier avait demandé, et en termes sportifs, on est d'accord que c'est quand même une très très bonne pioche, Romain. Ah oui, clairement, on dit Delors. Et en plus, c'est drôle parce que quand j'étais venu pour la première fois dans l'émission, on avait parlé notamment de son compère d'attaque à Montpellier, Gaëtan Laborde, qui est encore courtisé par des clubs comme l'OL. Et là, on arrive à le débaucher à Montpellier. Andy Delors, voilà, c'est vraiment une excellente pioche. Il connaît la Ligue 1, il a été toujours très performant, très régulier. Voilà, je m'en rappelle quand il était à Caen, à Toulouse, il était déjà au niveau et franchement, c'est un honneur de le voir débarquer sous nos couleurs. Et Andy Delors va beaucoup apporter dans le secteur offensif. Et je pense qu'il va pousser Dolberg et Gouiri à se dépasser sur le terrain. Alaric, ton avis sur Andy Delors? C'est une bonne pioche, sportivement parlant. C'est un joueur qui va qui plante depuis plusieurs années sa douzaine, quinzaine de buts, qui a fait une excellente saison avec Gaëtan Laborde l'année dernière, où il a formé un duo incroyable. Je crois que ça faisait très longtemps que j'avais pas vu ça en Ligue 1. Maintenant, lorsqu'on commençait à voir les premières rumeurs arriver le concernant, je me posais beaucoup la question de comment un capitaine d'équipe, parce qu'il faut pas oublier qu'il était capitaine à Montpellier lorsqu'on le débauche, comment un capitaine d'équipe pourrait accepter de rentrer dans une équipe qui tourne
avec un duo d'attaque comme Guiri et Dolberg, dont personne n'imagine qu'il y en ait un qui finit sur le banc. Et puis après, il se trouve que Dolberg s'est blessé. Bon, il a pris un coup à l'entraînement, on n'a pas pris des risques, il n'a pas joué contre Bordeaux, et c'est là qu'on se dit effectivement, les blessures sont peut-être ce facteur qui vont permettre à Andy Delors d'avoir du temps de jeu. Après, connaissant Galtier, s'il a obtenu Andy Delors, c'est qu'il le voulait, qu'il sait très bien comment le mettre en valeur dans son effectif et dans sa manière de jouer. Voilà, donc je me pose encore quelques questions. Je suis pas totalement emballé par son arrivée. Je dis pas que c'était un mauvais joueur, au contraire, c'est un très très bon joueur. C'est aussi une manière pour le GC Nice de montrer que le club a de l'ambition, parce qu'aller débaucher un capitaine d'une autre équipe, même si oui, effectivement, Montpellier a besoin de vendre, et c'est quand même quelque chose de fort. En plus, à un prix qui, tout à l'heure, on parlait de Wang à 14 millions. Andy Delors, je pense que c'est quand même supérieur à Wang. Si Andy Delors il vient pour 8 millions à l'OGC Nice et qu'on parle de 14 millions pour Wang, c'est quand même pour mesurer la belle affaire. Maintenant, voilà, je suis encore curieux, je suis pas totalement emballé. J'espère me tromper rapidement et voir un joueur qui apporte, au-delà même de ses qualités footballistiques, peut-être encore plus de grinta, comme on aime le dire dans le sud. Hmm. Ton avis, Scipion, sur l'arrivée d'Andy Delors? C'est vrai que j'ai l'impression qu'à Nice, on a surtout parlé de l'homme plus que du sportif. Et moi, personnellement, c'est quelque chose qui me gêne. Donc, ton avis sur son arrivée à Nice? Ouais, si on parle de terrain, forcément, c'est quelque chose d'hyper positif pour l'OGC Nice. Et en plus, la possibilité, comme le fait Galtier, d'évoluer avec deux attaquants devant. Il faudra trouver, justement, vous avez parlé un peu le juste équilibre. Gouiri Dolberg, ça paraît indéboulonnable, mais on sait qu'une saison, ça peut être long, il peut avoir des pépins physiques. Et je pense que Delors trouvera sa place. Et on l'a dit, son duo avec Laborde, en termes de complicité, aussi d'audace, de spectacle, ça a proposé beaucoup, beaucoup de belles choses à Montpellier. Je pense qu'il peut retrouver ça totalement avec les deux, le feu et la glace avec Dolberg, un autre type de complicité avec Guéry. Et voilà, c'est vrai qu'il a 30 ans, mais on a l'impression qu'il est vraiment dans ses meilleures années. Et comme on a pu le dire, je pense aussi que c'est important pour Galtier. Guéry et Dolberg sont extrêmement talentueux, mais ça reste deux jeunes joueurs. Comme il l'avait avec Yilmaz à Lille, c'est d'avoir un attaquant d'expérience, quelqu'un qui peut cadrer, comme on peut l'avoir avec Lemina, Dante et Benitez à chaque ligne. Là, il l'aura avec Delors. Donc je pense qu'il cherchait ça. Il y a des rumeurs Slimani et tout. Donc je pense que c'est vraiment positif de l'avoir récupéré. Et même pour ce prix-là, 6 millions plus de bonus, même si c'est un attaquant de 30 ans, ça peut tout avoir de la très très bonne affaire. Donc je pense que Nice, sur le plan sportif, a fait un très très beau coup. Ouais. On verra et on sera attentif sur ces dernières journées de mercato. On sait que Julien Fournier, depuis plusieurs années, adore ces dernières heures. Et on sera attentif aussi du côté de Bordeaux, parce que je pense que ça va bouger pas mal. Messieurs, c'est l'heure du quiz. Vous m'aviez confié en off que vous avez tous bien révisé pour le quiz. C'est exact? À fond. Ouais, parfait. Je Allez. je veux gagner. Donc, en gros, Scipion, très rapidement, le quiz, ça mêle, donc, comme je te disais tout à l'heure, Nice et Bordeaux, ou Nice ou Bordeaux, le foot de manière générale. Donc voilà. Première question. On va commencer par... Juste. Comment ? Tous les trois on participe, c'est ça? Vous participez tous les trois, et puis vous allez avoir deux possibilités, soit donner votre proposition les uns après les autres, ou alors au plus rapide. Donc là, bien sûr, les personnes qui ont la fibre sont prioritaires en termes de temps. Bon, ça, écoutez, c'est votre problème. Première question, on va commencer par un joueur auquel j'ai immédiatement pensé en réfléchissant à ce quiz. Je vais vous donner ces clubs dans l'ordre et vous allez tenter de découvrir de quel joueur il s'agit. Donc dès que vous avez la réponse, même si je n'ai pas terminé, vous pouvez proposer. C'est parti. L'AS Saint-Seurin, Agia, Bordeaux. L'Asland. Aïe, Lilian Lasland. Bien joué Alric. Lilian Lasland. J'ai pensé à lui direct. Ah ben c'est
C'est Lilian, hein. 7 sélections en équipe de France, 3 buts. Très blonde. C'est exactement ça. Donc il a fait Bordeaux, Sunderland, Cologne, Bastia, Nice, Bordeaux et Nice, retraité en 2008, Lilian Lasland. Bien joué Alric, qui est chaud. Hein. Tu me confiais que tu avais du mal à digérer la défaite lors du dernier quiz. Je peux comprendre, il y a peut-être eu un litige, on ne va pas revenir dessus. Deuxième question. Justin Kluivert a marqué son premier but en Ligue 1 lors de ce match. À quand date le dernier but de son père marqué dans le championnat français? 16 février 2008. Alors, c'est toi, Romain, qui... Ouais, c'est moi. Est-ce que tu peux me confirmer que tu n'avais pas une page internet ouverte? Non, là, le téléphone, regarde, là, il est éteint. J'ai pas de source internet, donc... C'est bien joué, c'est exactement ça. 16 février 2008, c'était un doublé contre Rennes, une victoire 3-1. Troisième question. Quel était le dernier score du Nice-Bordeaux qui a eu lieu en janvier 2021? 3-0 pour Bordeaux. Putain, Romain qui est très chaud. Ça m'a fait mal de mettre cette question dans le quiz. Mais oui, on avait pris une... L'évolution en quelques mois, comme quoi. Exactement. La bonne gifle. Quatrième question. Johan Micot, David Bellion et Julien Faubert ont tous les trois porté le maillot des Girondins. On est d'accord là-dessus. Mais quel est leur autre point commun? Ils sont passés par la SCAN. Oh là là, ça c'est beau ça. Et ça me fait plaisir, la SCAN. On en parle un peu dans ce live. J'aurais pu mettre Zizou, mais je me suis dit, ça fait un peu trop racoleur, un peu trop simple. Effectivement, ils ont tous les trois été... On aurait pu mettre Vira, ça aurait fait... Vira, ouais, ce que j'allais dire, c'est vrai. Non, Vira... un clin d'œil sur notre... Vieira blacklisté. Ouais, non. Blacklisté Non, bon, depuis la saison dernière, c'est terminé. Cinquième question. Très bien. Quel est le dernier entraîneur en date à avoir entraîné les deux équipes? Alors là, il va falloir... Courbis. Qui c'est qui a proposé ça? Non, c'est moi, mais C'est je faux. me suis trompé. Je peux redire ou je dois attendre les deux autres? Vas-y, propose. Gernot Rohr. Ah, Gernot Rohr, bien sûr. Ah, ça c'est beau ça. Moi, j'ai pensé. Mais oui, J'ai projeté l'image de Roland Courbis avec sa veste en cuir au stade du Ré, mais non, c'était Gernot en fait, je sais pas pourquoi. Gernot Rohr, bien sûr, ça c'était quand même... Enfin, en tout cas, moi personnellement, les premiers souvenirs du gym, c'est Gernot Rohr. Bien joué, Scipion, qui nous fait une remontée fantastique. Sixième question. Amine Gouiri a marqué sur penalty le but du 3-0. Il en est à 100% de réussite dans cet exercice depuis ses débuts en Ligue 1 l'année dernière. Mais combien a-t-il mis de penalty en tout? 6. Bien joué, Alric. 6 sur 6. 100% pour Amine Gouiri, bien joué. Septième question. Sur la pelouse au coup d'envoi, il y avait 2 numéros 14 alignés. Quel était le joueur bordelais et quel était le joueur niçois? Franz Sergio Kluivert. Non. Mensa et Endoy. C'est toi qui as dit Endoy aussi, Alric? Ouais. Ah bah c'est juste bon en fait, effectivement. Ouais, Mensa, le latéral et Dan Endoy, bien joué. Tous deux portaient le numéro 14. Bien joué, Alric. Huitième question. Laurent Koscielny a joué samedi son 421e match professionnel. Il a aussi été international français. Là, je vais vous demander de proposer le nombre de sélections, d'apparitions qu'il a eu en équipe de France. Alric, tu dis combien? Je dis pas 60. 60 pour Alric.
Romain, Je vais dire 85. 85. Scipion, 51. alors c'est 51, mais c'est extrêmement précis. Ah non, mais vraiment. Aïe aïe aïe. Ok. On va mettre ça sur le compte d'un week-end arrosé et certains réflexes qui sont restés. Mais effectivement, c'est 51. Bien joué, hein. Bien joué parce que là, pour le coup, c'était exact. Bien joué. 9e question. On a parlé du style Galtier, plutôt dans l'émission. Sauriez-vous me donner la moyenne, donc là aussi, ça va être une proposition, la moyenne de possession de balle de chacune des équipes depuis le début de saison? Alric, tes propositions? Quand tu dis de chacune des équipes, je comprends pas le sens de la question. La moyenne de possession de balle de Nice depuis le début de saison et la moyenne de possession de balle depuis Bordeaux depuis le début de saison. Ah, d'accord. De Nice, je dirais 45%. Bordeaux, j'en ai strictement aucune idée. Une petite proposition quand même pour Bordeaux. Je sais pas, 40% et Bordeaux 40%. Oh la vache. Ok. Ok. Romain? Je dirais 35. Pour Nice? Ouais. 35? Non, 55. 55, ok. Et pour Bordeaux? Et pour Bordeaux, du coup, Romain? Pour Bordeaux, Faut y aller là. je sais pas, 45. 45. Scipion? Je vais dire 47 Nice et 48 Bordeaux. 47 Nice, 48 Bordeaux. Eh bien, c'était 44 Nice. 44,6. Donc là, c'est Alric qui remporte un point. Et pour Bordeaux, c'était 46%. Donc c'est Romain qui remporte un point aussi. Bien joué à tous les deux. Dernière question. Bon, le match s'est soldé par un 4-0. On se rappelle aussi d'un certain 6-1 lors de la saison 2015-2016. L'année Ben Arfa qui avait inscrit un doublé et Jaroslav Plazil avait marqué pour Bordeaux. Mais qui était l'entraîneur de Bordeaux cette année-là? Sagnol. Willy Sagnol. Bien joué, Scipion. Bien joué. Il y avait qu'avec lui qu'on pouvait prendre des scores comme ça c'est sûr. Ah, avec Petkovic aussi, du coup, apparemment. Alors on peut prendre 4-0 et des 6-1, c'est quand même quelque chose. Donc, on va comptabiliser les points. Donc, on va faire ça en direct. Alric, 2, 3, 4. Romain, t'es à 2, 3. Et Scipion, 1, 2, 3 et 4. Alors, ça va se jouer sur une 11e question. Ça va vraiment se jouer sur une 11e question. Alric, j'ai bien marqué les 4 points. Eh bien écoutez, on va se la faire maintenant. Donnez-moi le nombre de cartons jaunes sur le match Nice-Bordeaux. Proposition. 4, 2, 2, 4. 4 pour Alric. Scipion, tu dis Deux. combien? J'allais dire 4 moi aussi. Ok. Romain? Pareil. 4. Eh bien, il y a eu 5 cartons jaunes, messieurs. Ah, Donc, vous êtes tous les deux encore à égalité. Et c'est qui le cinquième?
Alors, il y a il y a Lotamba Boudaoui Lemina pour Nice et Ah, c'est Lemina le dernier. Koscielny Kouateng. Bon, ben comme vous ne C'est pouvez Lemina pas le dernier. vous ne pouvez pas vous départager. Donnez-moi le numéro de Kefrem Turam. 19. Alaric, bien joué. Bien joué. Numéro 19. Désolé, il a fallu départager. Hein. Il a fallu départager sur une dernière question. Bien joué, Alaric. Tu remportes ce quiz et ça c'est beau. Ça c'est beau. Je savais que tu étais bien déterminé pour le gagner. Il y a beaucoup d'égalité. Hein. Il y a beaucoup d'égalité. Faudrait peut-être que je fasse un peu plus compliqué. Messieurs, on va passer sur la dernière rubrique, la rubrique prono. Écoute Scipion, je vais te laisser commencer pour ce Bordeaux-Lens, donc qui aura lieu, je sais pas si c'est le 12 ou le 13, peut-être le 13, non septembre. Je vérifie ça, je t'avoue que je n'ai pas le calendrier en tête pour cette réception des Lensois. Ouais. C'est pas grave. Ton ressenti à l'approche de ce match à domicile. Bah, finalement, un peu comme la saison dernière, hein, une équipe lensoise qui arrive avec beaucoup de force et de certitude. Ça avait tourné à l'avantage net des Bordelais. Donc, est-ce que Bordeaux est une équipe capable de faire déjouer ce RC Lens extrêmement enthousiaste? Peut-être. Je pense que Lens, si on arrive à combler, comment dire, à canaliser leurs hommes forts, parce qu'il y a quand même des grosses individualités comme Klose, Fofana, voire Kakuta s'il est dans un bon jour, ça peut le faire. Donc difficile, mais je veux dire un match nul de partout. Ok. Pas trop mal. Est-ce que vous avez, Romain, un avis sur ce match Bordeaux-Lens ou Pour Bordeaux-Lens, je pense que ça va être effectivement un match assez serré. Mais je vois de peu une victoire lensoise sur un score de 2-1. Désolé, Ok. Scipion, mais Ok. Pas de souci. Et Alric, est-ce que tu as ton avis sur Bordeaux-Lens? Là, le mercato sera terminé. Bordeaux aura peut-être un début de certitude dans l'effectif qui va pouvoir avoir cette année. Petkovic continuera à apprendre à connaître ses joueurs. J'aimerais bien un petit match nul parce que je veux pas voir Bordeaux sombrer trop vite. Pour revenir un petit peu sur les propos de Gérard Lopez après le match contre Nice, ça va prendre du temps, il va y avoir des déconvenus. Mais j'aimerais bien, parce que Bordeaux évoque pour moi des gros souvenirs d'enfance, que Bordeaux trouve vite son rythme et sa place. Après, à côté, Lens, c'est quand même très très fort. Il y a eu un sacré match encore ce week-end. Un match nul peut-être, un deux partout, ouais, histoire que les attaquants se mettent en confiance. Eh bien, moi, je vois aussi un match nul, un partout, avec une égalisation en fin de match de Bordeaux sur un corner à la 84. Non, un corner et une tête de Koscielny. Voilà, parce qu'on l'a bien taillé sur cette émission, mais je vois bien Koscielny marqué. Je viens de m'apercevoir d'une petite coquille. J'ai mis Nice-Nantes, mais c'est pas du tout Nice-Nantes, c'est Nantes-Nice. Déplacement à la Beaujoire dimanche 12 septembre pour nos Niçois. Romain, ton pronostic sur ce match? alors quand on voit déjà le bilan de Nantes en ce début de saison qui est de 3 matchs nuls et d'une défaite, je crois, si je dis pas de bêtises, et Nice qui est sur un début de saison presque parfait, avec 2 victoires, voire 3 si elle sera comptabilisée. On sera attentif au verdict le 8 septembre. Je vois Nice s'imposer encore une fois sur un score assez large, je dirais 3-0 pour Nice. Écoute, Avec pour buteur Dolberg,
sera, je pense, à 100% après la trêve. Gouiri et Stengs, allez. Allez, la petite pièce sur Stangs. Ok, moi je signe, hein. Je signe pour un 3-0. Alric, ton pronostic sur ce match? Ça doit être mes nombreuses années de supporterisme de l'OGC Nice. J'ai encore quelques restes d'un OGC Nice parfois fébrile face à certaines équipes. Non, on a largement les capacités de battre Nantes. Maintenant, un score large, je sais pas, parce que honnêtement, ils auraient mérité de ramener bien mieux contre Lyon, s'ils avaient des joueurs avec un peu plus d'audace et peut-être les pieds moins carrés, je sais pas. Mais non, une victoire, j'aimerais bien, surtout qu'effectivement, on va connaître le verdict de ce match Nice-Marseille. Peut-être que si les choses tournent plutôt en notre faveur, j'y crois pas, hein, ça pourrait mettre en confiance tout le monde. Peut-être que ça pourrait mettre un petit coup derrière la tête. Non, j'espère une petite victoire, au moins 1-0, histoire de dire, allez, on se sort de ce traquenard, parce que la Beaujoire, c'est toujours un traquenard. Mhm. Scipion, ton avis sur ce match de Nice à Nantes? Je vois bien une victoire 2-1 des Niçois avec l'ouverture du compteur pour Andy Delors qui va rapidement trouver ses marques. Je vois malheureusement peut-être pour une première fois le verrou nantais, enfin le verrou niçois sauter à Nantes et encaisser un premier but parce que je trouve que la seconde période des Nantais était quand même intéressant contre Lyon. Il leur manque juste d'un finisseur. Je ne sais pas s'ils réussiront à le trouver lors des dernières 24 heures du mercato, mais c'est une équipe qui a montré de belles choses malgré, on va dire, un effectif limité. Et je pense que contre Nice, ils sauront trouver la faille. Mais comme il y a beaucoup de lacunes, que c'est un effectif qui me paraît être un des plus faibles de Ligue 1, je pense que Nice fera le job. Alric, tu ne m'as pas donné de score. Ou alors je l'ai omis. Ah, j'avais dit, il me semblait avoir dit 1-0, mais oui, 1-0, un but je sais pas, un but de qui voudra bien marquer. Rosario, tiens, j'aimerais bien qu'il marque. Eh bien, moi j'ai pensé à une victoire 2-1. Euh, j'ai pensé à une victoire 2-1 parce qu'il me semble que lorsqu'on gagnait là-bas, c'était souvent sur des 2-1. L'année dernière, je crois qu'on met 2 buts aussi. Alors, je sais plus si c'était un 2-0 ou un 2-1. C'est 2-1. 2-1. C'est 2-1, ouais, c'est Dolberg. Dolberg et Moses, je crois, qui marquent. Voilà. Il y a eu aussi à l'époque Balotelli avec Saint-Maximin. On gagne aussi 2-1. Je vois une victoire avec un but de Casper, bien entendu, et puis un petit but de Kluivert, qui je pense sera remis et marquera. Voilà, on peut en enchaîner une victoire, on fait 21 clean sheet et puis on est champion de France, quoi, tout simplement. Que demande le peuple? Messieurs, cette émission touche à sa fin. Merci Alric, merci Romain, merci beaucoup Scipion d'avoir été présent, de vous être libéré. Skito qui nous dit c'est simple pour Nice, vous marquez en premier, vous gagnez, et c'est un supporter nantais qui dit ça. Donc bon, à partir de là, on verra ce que ça donne. Les gars, merci beaucoup pour votre présence. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouvera donc après la trêve, le 13 septembre, pour parler de Nantes-Nice. Donc prenez soin de vous. On va supporter l'équipe de France là pour les prochaines journées. Bonne saison aux Girondins de Bordeaux, Scipion. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Et puis les gars, on se retrouve rapidement sur le Club Pancho. Et puis voilà, à très bientôt. Merci au chat pour les quelques interactions. Et merci Alric, merci Romain et encore merci Scipion pour ce live, les gars. Très bonne soirée, puis à très bientôt. Merci beaucoup. Salut. À bientôt.